appui multisectoriel aux côtés des forces congolaises. Cet accompagnement s'illustre à travers le soutien aux opérations du FARDC, la formation, mais aussi une aide logistique et sécuritaire essentielle dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. La MONUSCO continue à soutenir les autorités sanitaires et les FSI sur la protection des centres de traitement. J'ai réaffirmé au gouvernement et aussi à la population que la MONUSCO continue travailler ensemble les FSI pour la protection des civils ici dans la province de Ituri. Les deux personnalités ont ainsi affiché leur volonté commune de resserrer leur coopération pour répondre efficacement aux urgences sécuritaires et humanitaires qui touchent la province. Rétablir le calme et l'ordre normatif au sein du sous-secteur éducatif local à Bandundu dans le Kwilu est l'objectif de la mission sur place du vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Théodore Kazadi Moyaïla. Dans une mission de clarification, harmonisation et unification institutionnelle que le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi, est arrivé à Bandundu. Arrivé à l'aéroport national de Bandundu le mercredi 22 juillet 2026, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi, a été accueilli par les autorités éducationnelles des provinces éducationnelles Kwilu 1, Kwilu 2 et Kwilu 3, ainsi que par plusieurs cadres de son ministère. À peine descendu d'avion, le vice-ministre a pris la direction du gouvernorat des provinces, où il est allé présenter ses civilités au gouverneur Philippe Akabitou Nandolo. Après une courte pause, les deux autorités ont entamé une séance de travail en tête-à-tête de plusieurs heures. Les échanges ont porté notamment sur la clarification, l'harmonisation et l'unification institutionnelle du secteur de l'éducation, les renforcements de la collaboration entre le pouvoir central et les autorités provinciales, ainsi que les principaux défis auxquels fait face le système éducatif dans la province du Kwilu. À l'issue de cette rencontre, Théodore Kazadi et Philippe Akabitou Nandolo ont présidé une réunion élargie dans la salle des réunions du gouvernorat. Y ont pris part leurs responsables des provinces éducationnelles du Kwilu 1, Kwilu 2 et Kwilu 3, ainsi que plusieurs cadres de l'administration éducative dans le but d'harmoniser les orientations et de renforcer la gouvernance du secteur. Au terme de la réunion, aucune déclaration officielle n'a été faite à la presse. Les participants se sont toutefois prêtés à une photo de famille, marquant la fin de cette importante séance de travail. C'est pour rencontrer les commerçants concernés par l'opération de démolition des kiosques et étalages érigés sur le trottoir que les députés provinciaux Sénode Tandia Akomboyo a effectué une descente au marché de Kisangani. L'élu de la ville écoute les préoccupations des vendeurs et vendeurs qui dénoncent les conséquences de cette opération sur leurs activités quotidiennes. Au terme de ces échanges, le député provincial Sénol de Tandia Akomboyo reconnaît le bien fondé du dégagement des emprises publiques. L'objectif visé par le maire de la ville, parce que cet objectif visa à assainir, à rendre notre ville propre, est porté par tous. Même toute la population boyomaise voudrait voir que sa ville soit propre. Et tous ceux-là qui sont ici autour de moi partagent le même objectif. Mais ce que je viens aujourd'hui condamner, c'est les caractères précipités, les caractères brutaux, les caractères irrationnels, mais aussi socialement insupportables de la méthode et de la procédure qui a été utilisée. Le député provincial plaide également pour la préservation du marché crépusculaire, communément appelé Zandoya Bitoula, qu'il considère comme un important espace d'approvisionnement et de commerce pour de nombreux boyomais. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Parlons de la baisse effective du péage pour le grand camion sur l'axe Kalemi-Manono qui est passé de 1222 $ à 200 $ et c'est là pour tous les usagers. Regardez. C'est désormais une réalité. La baisse du péage pour les grands camions de 1222 $ américains à 200 $ américains est effective et constante sur l'axe Kalemi-Manono dans la province du Tanganyika. Le tarif a été ramené pour les grands camions de 1222 $ à 200 $ américains, soit une réduction de près de 80% obtenue à la suite des protestations des commerçants.
Ainsi sur le terrain, grâce au suivi du gouverneur Christian Kitungwa qui accompagne cette décision salutaire à la grande satisfaction des usagers, que ce soit à Manono ou à Kalemi, tous saluent la décision et en remercient les autorités nationales et provinciales. En tout cas, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de gens qui sont pénalisés. Sur le terrain, les agents percepteurs confirment l'application du nouveau barème. Cette tarification a pour but de permettre à notre société, permettre aux conducteurs, aux transporteurs de bien échanger. Cette baisse vise à fluidifier le commerce et à stabiliser les prix des produits de première nécessité. Décision saluée par la société civile. Modeste Kabazi en est le coordonnateur. Ça allège pour l'opérateur économique parce qu'en fait, ce n'est plus au kilométrage parce qu'au kilométrage c'était beaucoup plus cher, c'est le prix que... Long de 446 km via Nunzu, cet axe stratégique relie les RN33 et RN5. Il dessert l'un des plus grands gisements de lithium au monde à Manono et permet aux agriculteurs d'évacuer leurs récoltes vers Kalemi. Autant la mesure soulage les opérateurs économiques, autant elle permettra à l'État de maximiser les recettes pour la réhabilitation de la route. Les travailleurs de la radio-télévision nationale congolaise ont choisi leurs représentants au cours d'une élection syndicale. Objectif, renforcer la voix des agents au sein de l'établissement. Les élections syndicales se sont tenues le jeudi 23 juillet 2026 à la direction provinciale de la RTNC Congo Central. Sur les 6 organisations syndicales en lice, 3 remportent les 3 sièges prévus au sein de la délégation syndicale. La dynamique ouvrière du Congo, DOC, arrive en tête avec 16 voix, suivie de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, qui obtient 15 voix. La Confédération démocratique des travailleurs, CDT, complète la liste avec 10 voix. À l'issue de ces scrutins, la nouvelle délégation syndicale se présente comme suit. José Émérite Mamina Sakedila, de DOC, président, secondé par Christine Bingaya Sakina de l'INTC et Robert Mvuzamvuela de la CDT. José Émérite Mamina Sakedila, qui succède à Robert Mvuzamvuela, promet de travailler pour l'unité dans la diversité. Élection syndicale à l'RTNC Lomami, la dynamique ouvrière du Congo DOC en cycle remporte l'unique siège à la sous-station de Mwenditu. 3 syndicats étaient en lice, notamment Dynamique syndicale de finances, DSF en cycle, Dynamique ouvrière du Congo DOC en cycle et Union des syndicats du Congo ISC en cycle. À l'issue des scrutins, le syndicat DOC, représenté par le délégué Christian Tamboué et son suppléant Léon Kankolongo, a obtenu 5 voix sur 8 votants. Il remporte l'unique siège octroyé à la sous-station de la RTNC Mwenditu. C'est un véritable plébiscite à la RTNC Ituri. La dynamique ouvrière du Congo vient de remporter les élections syndicales au sein de ses médias publics. Une victoire claire qui permet à Claude Mokili-Ndabani et à son suppléant Baseki Singoma de succéder à Willy Singoma pour un mandat de 3 ans. Le nouveau duo s'est engagé à porter haut les préoccupations du personnel tout en privilégiant une franche collaboration avec l'employeur. 14 sur 17 électeurs, agents et cadres de la RTNC Équateur ont pris part à ces scrutins dont le taux de participation est de 82,3%. Après le vote et le dépouillement, les résultats obtenus est de 13 voix valablement exprimées sur les 14 votants avec un bulletin blanc. La dynamique ouvrière du Congo, DOC, l'unique syndicat retenu à la course qui a rempli toutes les conditions d'éligibilité, a renflé tous les 3 sièges prévus à la RTNC Équateur. À la présidence de la nouvelle équipe syndicale, Sylvain Bongambe Wanga. À la vice-présidence, Angèle Ilanga Amba. Au secrétariat, Zola Mabongo Papi. La radio-télévision nationale congolaise de Tchouapa a organisé ce jeudi 23 juillet les élections syndicales 2026-2029. Après les comptages de bulletins par le président de la commission électorale indépendante, Franck Issokongé, les scrutins se sont déroulés dans la plus grande transparence en présence des permanents des différents syndicats. À l'issue des votes, c'est le syndicat Action qui a l'emporté sur les syndicats DOC avec 4 voix contre 3. Désormais, c'est Mputu Nkanga Gelor et Denis Lokuli qui vont présider aux destinées de la délégation syndicale de la province de la Tchouapa.
Au Kasaï oriental, le territoire de Miabi vit un changement avec le lancement d'importants travaux routiers destinés à désenclaver plusieurs axes stratégiques et à faciliter les échanges économiques. Riki Nzouzi et Diane Balaka ont signé ce reportage. Le territoire de Miabi s'apprête à tourner la page de l'enclavement. Au Kasaï oriental, le gouvernement provincial a procédé au lancement officiel des travaux de construction des routes Bakwasumba, Chishimba et Boyat, des ouvrages confiés à l'entreprise de génie civil Allison Consult Sarel dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures voulue par le président de la République. À travers ce projet, ce sont plus de 110 km de routes en terre qui seront aménagées pour relier plusieurs agglomérations du territoire de Miabi, situées à une quarantaine de kilomètres de Mujimaï. Nous avons besoin d'une bonne route en terre battue avec 9 mètres de largeur et 50 km de longueur. Le directeur général d'Allison Consult Sarel, Jean-Claude Mossanga, a réaffirmé la détermination de son entreprise à conduire ses travaux dans les règles de l'art en conciliant qualité, respect des délais et exigences environnementales. Nous appelons toute la population à nous accompagner parce que nous sommes là pour réduire aussi les chômages. J'aime que l'État voulu accompagner la jeunesse pour travailler. Au-delà de la construction de routes, ces projets ouvrent de nouveaux regards pour les populations de Miabi, en améliorant l'accès aux villages, aux centres de production et aux marchés. Ces infrastructures devraient stimuler les activités économiques et renforcer l'intégration de ces territoires au développement de la province. À quelques mois de la conférence des gouverneurs qui se tiendra dans la province du Congo central, le gouverneur Grace Bilonda intensifie la modernisation de la voirie urbaine. Après Kinkanda, la commune de Nzanza entre à son tour dans la dynamique avec les nouveaux travaux de bétonnage. L'avenue de la Mission, sur le tronçon reliant le camp Banana au marché Pompage dans la commune d'Nzanza, s'apprête à revêtir sa plus belle robe. Lancé le 1er juillet dernier par le gouverneur de province, Grace Nkwengamaswangi Bilolo, les travaux de réhabilitation sur cette chaussée avancent à un rythme soutenu. Ces travaux sont exécutés dans le cadre d'un projet de réhabilitation de quelques voiries de la ville, en l'occurrence la réhabilitation de l'avenue de la Mission. Je crois que vous aurez le temps de visiter également. Et là, nous avons comme travail le bétonnage total de la route. Vous-même le constatez que nous sommes à pied d'œuvre dans les travaux d'assainissement. Nous sommes également en train de construire des murs de soutènement. Et enfin, viendra l'étape d'aménagement et de bétonnage de la route. Dégradée depuis plus de 3 décennies, cette route constituait un véritable calvaire pour les habitants et les usagers. Aujourd'hui, l'évolution des travaux redonne de l'espoir aux riverains qui saluent cette initiative de l'autorité provinciale. Au-delà de la chaussée, le projet intègre également des ouvrages destinés à assurer la durabilité des infrastructures. À quelques centaines de mètres sur l'avenue Cercle, un conducteur d'eau est en cours de construction afin de canaliser les eaux des pluies à l'origine d'une importante érosion qui menaçait la circulation et les habitations environnantes depuis plusieurs années. En attendant l'achèvement du chantier, les habitants d'Nzanza espèrent que cette dynamique de modernisation de la voirie se poursuivra dans d'autres quartiers de la ville. La campagne nationale jeunesse congolaise pour la paix durable en RDC se poursuit. La Fondation pour le bien-être collectif a sensibilisé les jeunes à s'engager pour la paix. Diane Balaka. De la Mission, sur le tronçon reliant le camp Banana au marché Pompage dans la commune d'Nzanza, s'apprête à revêtir sa plus belle robe. Lancée le 1er juillet dernier. Lancée en décembre 2025, la campagne nationale jeunesse congolaise pour la paix en RDC poursuit son déploiement dans plusieurs provinces du pays. Après Kikwit, Beni et Kananga, le président du conseil exécutif de la structure pour le bien-être collectif en RDC, Fobiko Asbel, a été accueilli par les populations locales venues nombreuses prendre part aux activités de sensibilisation. Au cours de ces rencontres, un message fort a été adressé à la jeunesse congolaise, s'impliquer pleinement dans les efforts de restauration de la paix et de la promotion du bien vivre ensemble, conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Il était aussi important de sensibiliser la jeunesse congolaise, de s'unir pour que nous puissions participer activement dans les dialogues nationaux que le président aura
l'honneur de convoquer bientôt là, afin de porter la voix de la jeunesse et apporter notre pierre à l'édifice pour la construction du bien collectif en RDC et la consolidation du bien collectif. À travers cette campagne, la Fondation entend préparer une participation active de la jeunesse au dialogue national avec l'ambition de porter sa voix dans les débats et de contribuer à l'instauration d'une paix durable ainsi qu'au bien vivre collectif en République démocratique du Congo. Face à l'insécurité qui sévit dans cette partie de la province du Lualaba, la bourgmestre de la commune de Dilala, dans la ville de Kolwezi, a lancé un appel à la population dans certains quartiers de la commune à collaborer avec les services de sécurité et aussi les a invités à l'assainissement. Ricardo Bambeka. La bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangouji, a présidé mercredi 22 juillet 2026 la réunion du conseil local de sécurité. Les membres de cette instance ont passé en revue la situation sécuritaire dans les 6 quartiers qui composent la commune de Dilala. Au cœur des échanges figurait également la question de l'assainissement du milieu. À cette occasion, la chef de l'exécutif communal Françoise Mangouji a insisté sur le respect des travaux communautaires hebdomadaires, communément appelés Salongo, a indiqué les commissaires supérieurs de la PNC, le major Mutunda. Population. L'autorité demande à la population de collaborer avec le service de sécurité et aussi de travailler pour assainir leur milieu de vie. Il n'est pas normal que les gens cohabitent avec la saleté. La lutte contre l'insalubrité sera davantage renforcée dans la commune de Dilala, conformément à la politique nationale d'assainissement initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre dans la province d'Ilualaba sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette démarche vise à promouvoir un cadre de vie propre, sain et favorable pour le bien-être de la population. Les jeunes de la province du Kasaï disent oui à la réforme constitutionnelle de la RDC. Kapa, chef-lieu de la province du Kasaï, les jeunes prennent la parole. Le conseil provincial de la jeunesse a organisé mardi 21 juillet 2026 une conférence débat sur la réforme constitutionnelle. Placée sous le terme, la jeunesse levier d'une gouvernance participative, cette rencontre vise à créer un cadre d'échange où chaque jeune peut s'exprimer librement et proposer des idées pour une gouvernance inclusive. Plusieurs jeunes ont répondu présents à cette circonstance. 3 orateurs ont animé les échanges. Paul Bernard Nzambi, maître Fabien Pokikweming et les doctorants maître Joseph Kalombo Kanko. Au centre des débats, l'arsenal juridique qui encadre la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. La Constitution prévoit elle-même les mécanismes de sa révision. J'attends de la jeunesse, qui est une tranche majoritaire de la population, de participer activement au changement ou à la révision de cette Constitution pour donner sa voix. La jeunesse de la province de Kasaï est d'accord qu'on révise la Constitution de la République démocratique du Congo. Des avis divergents, mais une même volonté que la jeunesse du Kasaï pèse dans ces débats nationaux. Pour le Conseil provincial de la jeunesse, c'est la première activité du genre depuis la relance du débat sur la réforme constitutionnelle. Objectif, faire entendre la voix des jeunes du Kasaï avant toute décision contenue dans les rapports à la hiérarchie. C'est ce qu'a dit Marcel Moigny, président du Conseil provincial de la jeunesse. Nous gardons notre rapport pour transmettre à son Excellence Madame la ministre nationale de la jeunesse, qui nous a recommandé, et aussi à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, qui est notre partenaire provincial, afin que la voix de la jeunesse du Kasaï soit entendue pour le changement de la Constitution en République démocratique. Devant le jeune du territoire de Bumba, le gouverneur de la province de la Mongala a évoqué la question liée au développement de la province et celle du projet de la réforme constitutionnelle. Les jeunes de Bumba dans la province de la Mongala ont répondu massivement à l'appel du gouverneur de province, Maître Jean-Colin Makaka, mardi 20 juin 2026, pour un échange direct sur le développement de la Mongala et le projet de réforme constitutionnelle porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son exposé, l'autorité provinciale a mis en lumière quelques réalisations du gouvernement provincial déjà accomplies en dépit de plusieurs défis d'ordre politique, économique et sécuritaire. Abordant le sujet de la réforme de la Constitution, l'autorité provinciale a relevé les limites de la loi fondamentale actuelle
Selon lui, une réforme totale est indispensable pour permettre le véritable décollage du pays. Les échanges ont été francs et dynamiques. À l'église du ministère chrétien du combat spirituel, les jeunes ont exprimé leur fierté d'avoir dialogué directement avec le gouverneur et leur volonté de soutenir sa vision malgré ces obstacles. Nous habitants de Bumba, c'est un plus grand sentiment d'échanger avec le gouverneur de province. Aussi par le fait pour lui de nous prêter main forte en nous apportant des semences. Nous agriculteurs, qu'il continue ainsi avec son programme d'action, car il ne cesse de penser à nous à tout moment. Ici à Bumba, nous ne voulons pas diviser les gens. La division ne nous apportera rien. C'est avec l'unité que nous pouvons gagner beaucoup de choses. À Bumba, nous n'avons pas refusé le gouverneur. La jeunesse de la Mongala s'est montrée consciente et déterminée. Plusieurs suggestions ont été formulées pour booster le développement, preuve d'une génération prête à participer activement au processus de transformation. Le parti politique Engagement pour le Congo, ECO, vient de fixer sa position sur le projet du dialogue national et réforme voulu par le chef de l'État. Au dialogue national initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se renforce. Le partisan de ces projets salue une opportunité de réunir les Congolais pour restaurer la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Une dynamique partagée par Engagement pour le Congo, ECO, sous l'impulsion de son autorité morale, les gouverneurs honoraires de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massango Moulongo. Pour ECO, ce dialogue est une occasion à travers laquelle le fils et fils du pays s'efforceront à travers les échanges honnêtes et sincères de rétablir la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Salue la décision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, de convoquer un dialogue national inclusif dans le respect des lois et des institutions du pays, qui témoigne non seulement de sa grandeur d'esprit, mais aussi et surtout de sa volonté manifeste de voir être réunis autour d'une table les filles et fils du pays pour discuter des questions d'intérêt national. À noter qu'ils étaient réunis en réunion extraordinaire. La 26e édition du Festival national des Gungu a ouvert officiellement les portes des activités le 21 juillet 2026 dans la cité des Gungu, dans le Kwilu. Rodepanda. À 101 ans d'existence, le Festival national de Gungu Festnag livre sa 26e édition organisée sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi avec comme thème plaidoyer des cultures pour la paix et le développement en RDC et dont l'ouverture a eu lieu le 21 juillet 2026 dans la cité de Gungu, province du Kwilu, berceau de cette organisation culturelle réunissant plusieurs groupes folkloriques traditionnels. Tout est parti avec des civilités aux autorités locales telles que l'administrateur du territoire Hervé Poutou. Dès lors, les festivaliers de tous les coins de la RDC étaient présents. Les stades socioculturels de Gungu accueillaient déjà la population diversifiée. Toute la coutume Yansi était à l'honneur. La présidente du Festnag, Sa Majesté Anne Bumba Gizenga, accueillie selon les rituels ancestrales par les chefs coutumiers et les artistes venus de différentes provinces de la RDC et pays amis, a donné la bénédiction tout en soulignant l'importance du Festnag pour la jeunesse. Et le coordonnateur du Festnag, Célestin Fassou Mouchigo, a souligné que la 26e édition réalisée dans le contexte de la guerre se veut un levier de cohésion nationale et d'unité pour la paix. La solennité de l'événement a accordé la place aux allocutions de différentes personnalités politico-administratives telles que le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Claude Kumpel, élu du territoire de Gungu, le bourgmestre de la commune rurale de Gungu, le directeur du centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, le Grand Tambour, le professeur Baloufou Bakupa et le ministre provincial de la culture et art Arthur Lankou, à qui a été réservé le privilège de lancer au nom du gouverneur le début des activités. Et pour terminer, le gouverneur du Congo, Willy Bitwisila, a officiellement lancé à Kenge les activités de la mutuelle de santé des enseignants du primaire, secondaire et professionnel. Esdras Congo pour le reportage. Les activités de la mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont été officiellement lancées ce jeudi dans la province du Congo par le gouverneur Willy Bitwisila lors d'une cérémonie organisée au siège provincial de cette structure à Kenge.
À cette occasion, le représentant de l'intersyndicale nationale, Bastien Mouvumo, a réaffirmé le soutien de son organisation à la MSP, tandis que le représentant du conseil d'administration de la MSP, Hubert Mousseng, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre en œuvre la couverture santé universelle. Le gouverneur Willy Bitusila, pour sa part, a assuré la MSP de l'accompagnement de son gouvernement. Le gouvernement provincial du Kwango adhère pleinement à cette vision et entend contribuer dans les limites de ses compétences à son effectivité sur toute l'étendue de notre province. J'invite donc l'ensemble des enseignants de notre province à adhérer massivement à cette mutuelle, à s'en approprier les valeurs de solidarité, de responsabilité et d'entraide. La MSP prendra en charge les soins de santé des enseignants matriculés et rémunérés par l'État, ainsi que des 4 membres de leur famille. Dans un premier temps, le dispositif couvre la province éducationnelle Kwango 1 avant son extension prochaine au Kwango 2. Le gouverneur Willy Bitusila a également procédé à la coupure du rebond symbolique et effectué une visite des installations de ces services. C'en est fini pour 19h. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h, Cédric Keninambo. Tout de suite, magazine. La Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga a ouvert ce jeudi 23 juillet 2026 à l'hôtel Caravial Lubumbashi la première édition de la conférence sur les hydrocarbures. Placée sous les thèmes le pétrole, véritable colonne vertébrale de l'économie nationale, se veut non pas une simple rencontre technique mais plutôt une synergie stratégique impérative entre le secteur public et les secteurs privés. Pendant 2 jours, les experts de ces secteurs venus du Grand Katanga, Kinshasa et ailleurs vont réfléchir sur les défis, réformes et perspectives du secteur pétrolier face à la crise mondiale dont il fait face actuellement. Plus de détails sur zoomtirico.net. Le directeur général de la RSP, John Ted Beleshai Kassanda, a été reçu ce mercredi 22 juillet 2026 au siège de la RPTC par son président Christian Katende. La rencontre avait pour objectif l'Assemblée chrétienne de Carigrès sur le renforcement de la coopération interinstitutionnelle, l'harmonisation de la compréhension des instruments légaux, ainsi que sur la mise en place d'une synergie d'action entre les 2 institutions sont là les 2 raisons de cette séance de travail dans le but d'assurer une meilleure coordination de missions de contrôle dans le secteur des télécommunications. Plus de détails sur Au cours de ces 3 dernières années, le secteur pétrolier de la zone sud a particulièrement connu une transformation remarquable, marquée par une augmentation significative des investissements. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération des entreprises du Congo-Katanga lors de l'ouverture ce jeudi 23 juillet 2026 de la première édition de la conférence sur les hydrocarbures. D'après Patroulin, plus de 30 entrepôts ont été érigés avec une capacité de stockage énergétique dépassant les 100 000 mètres cubes à ce jour. Aussi plus de 150 entités, entreposeurs, importateurs et distributeurs y opèrent, ainsi que plus de 360 points de service installés, transformant ainsi le paysage sectoriel de Lubumbashi. Plus de détails, je me dirais Copanet. Dans un secteur où la confiance constitue le premier capital, la qualité de service est devenue un véritable facteur de différenciation. Face à des clients plus exigeants, à l'accélération de la digitalisation et au renforcement des standards réglementaires, les banques doivent désormais démontrer leur capacité à offrir de services fiables, performants et constamment améliorés. La certification ISO 9001-2015, référence internationale en matière de management de la qualité, répond précisément à cette exigence. Contrairement à une idée répandue, elle ne certifie pas un produit ou un service bancaire en particulier. Plus de détails, c'est Zoom-Copanet.
Prenons à présent le chiffre clé du jour qui nous sera présenté par Judith Piombo qui nous parlera aujourd'hui de la liquidité des banques commerciales qui recule de 450,2 milliards de francs congolais. Elle sera avec nous tout juste après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la liquidité des banques commerciales qui recule de 450,2 milliards de francs congolais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché d'échange en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, le taux officiel nous affiche $1 à 2257,54 centimes, un franc CFA à 3,92 et 1 euro à 2575,23 centimes. Nous sommes rendus pour le compte du marché parallèle au quartier Mitendi que l'on retrouve dans la commune de Mongafula à l'ouest de la ville, province de Kinshasa. Et dans ce lieu, $1 se change à 2252 francs congolais, 1 franc CFA à 4 francs et 1 euro à 2574 francs congolais. Revenons maintenant à notre sujet, Judith. Dites-nous maintenant que révèle la baisse de 450,2 milliards de francs congolais de la position nette de banque commerciale auprès de la Banque centrale du Congo au 10 juillet 2026. La position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales auprès de la Banque centrale du Congo s'est établie à 1913,7 milliards de francs congolais au 10 juillet 2026 contre 2363,9 milliards de francs congolais une semaine auparavant, soit une baisse de 450,2 milliards de francs. Et cette évolution traduit une contraction de la liquidité disponible en francs congolais dans le système bancaire, ce qui signifie que les banques disposent de moins de ressources immédiatement mobilisables auprès de la Banque centrale du Congo. Et quels sont les principaux chiffres qui expliquent l'évolution de la liquidité bancaire en République démocratique du Congo? Au 10 juillet 2026, précisément, les avoirs en monnaie nationale des banques commerciales auprès de la BCC se sont élevés à 3 994,8 milliards de francs congolais et les réserves obligatoires en monnaie nationale ont atteint 2081,1 milliards de francs congolais. Et la position nette des banques commerciales s'est donc établie à 1913,7 milliards de francs congolais en devises. Les réserves obligatoires ont atteint 1011,4 milliards de dollars américains en baisse de 15,7 millions de dollars par rapport aux 1027,2 milliards de dollars enregistrés à la fin du mois de juin 2026. Et avant de conclure avec vous, Judith, dites-nous que peuvent être les conséquences économiques d'une baisse de la liquidité bancaire en République démocratique du Congo? Une diminution de la liquidité bancaire peut influencer la capacité des banques à financer l'économie, notamment à travers l'octroi des crédits aux entreprises et aux ménages. Elle peut également pousser les acteurs financiers à une gestion beaucoup plus prudente des ressources disponibles. Et pour la Banque centrale du Congo, cette évolution fait partie du suivi des équilibres monétaires afin de préserver la stabilité financière et les conditions de financement de l'économie congolaise. Merci à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation de chiffres clés. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et dans le dossier du jour, nous parlerons de minerais critiques. Les États-Unis d'Amérique renforcent leur partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Telle est la thématique qui nous sera présentée par Solange Toumba. Elle sera avec nous tout juste après ceci. Solange Toumba, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de minerais critiques. Les États-Unis d'Amérique renforcent leur partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, que les États-Unis veulent que les ressources naturelles congolaises soient une source de paix et non de conflit. Alors, quelles sont les garanties concrètes faut-il mettre en place pour que les revenus miniers bénéficient réellement au peuple congolais? Voilà, oui, il faut savoir que la première garantie repose sur une gouvernance transparente du secteur minier. Cela implique un meilleur contrôle des revenus issus de l'exploitation des ressources, la lutte contre la fraude et la corruption, ainsi qu'une traçabilité claire des minerais. Il faut également renforcer, n'est-ce pas, la participation de l'État congolais dans la chaîne de valeur
investir les recettes minières dans les secteurs sociaux, éducation, santé, infrastructure et créer des emplois locaux. Les ressources naturelles doivent devenir un moteur de développement national et non un facteur d'instabilité, comme l'a indiqué les Nations Unies. Comme vous le savez, Solange, le partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, notamment à travers le corridor de l'Obitu, est présenté comme une opportunité historique. Alors, quelles pourraient être les retombées concrètes pour l'économie congolaise, bien évidemment, en nature d'investissement, d'emploi et d'industrialisation? Voilà, il faut savoir que les corridors de l'Obitu peuvent améliorer l'accès des minerais congolais aux marchés internationaux grâce à une meilleure connexion avec l'océan Atlantique. Il peut réduire les coûts des transports, attirer davantage d'investissements et favoriser la création d'emplois au-delà de l'exportation. L'enjeu de la République démocratique du Congo est de développer une industrie locale de transformation afin de produire davantage des valeurs ajoutées sur son territoire et de ne plus seulement exporter des minerais bruts. Et puis, quels sont les principaux défis que la République démocratique du Congo doit relever, bien évidemment, pour garantir une exploitation responsable de ces ressources minières, particulièrement dans les zones minières à risque? Voilà, à cette question, il faut noter que les défis sont nombreux, entre autres, lutter contre l'exploitation illégale, sécuriser les zones minières touchées par les conflits, renforcer les contrôles sur la chaîne d'approvisionnement et garantir que les minerais exportés proviennent des sources légales. La traçabilité permet de rassurer les investisseurs et les consommateurs internationaux tout en empêchant que les ressources